Bonjour à tous, je suis Ashley Banfield et voici Drop Dead Serious. Bienvenue à Hopetown Inn and Marina, où je me trouve à Elbow Key, aux Bahamas. Si vous connaissez cette région, c'est vraiment, je veux dire, c'est le paradis, mais il y a eu des problèmes au paradis. Et laissez-moi vous dire, il vaudrait peut-être mieux parler de paradis perdu, car nous en sommes au 4e jour de notre enquête ici, dans les Abacos, vous savez, sur les îles au nord de Nassau, au nord de New Providence. Et c'est difficile d'obtenir des informations ici. C'est difficile d'obtenir des informations de la police royale des Bahamas. Il est difficile d'obtenir des informations auprès des habitants car beaucoup ne font pas confiance aux médias et ne veulent pas parler. Nous avons découvert des éléments à vous présenter aujourd'hui. En particulier, nous avons maintenant la dernière photo connue à ce jour de Lynette Hooker en vie. Et elle a été prise seulement quelques minutes avant que Lynette Hooker et son mari Brian Hooker ne quittent le complexe où ils prenaient un verre en fin d'après-midi, le samedi 4 avril. Il y a pourtant tellement d'informations dans cette photographie, en particulier l'horodatage, les vêtements portés, le langage corporel, ce qu'il faisait. Mais je vais aller encore plus loin que la photo et je vais parler au barman qui leur a servi les derniers verres. Il a des choses à dire et il va aussi clarifier pas mal de faits parce que, mon Dieu, les rumeurs circulent ici et l'employé qui m'a dit ce qu'il buvait n'était pas tout à fait précis, mais le barman va éclaircir ça. Mais revenons à la photo maintenant. Voici la zone de la piscine que Brian et Lynette Hooker sont venus visiter vers 16h30 du samedi 4 avril. Comme vous le savez bien maintenant, ils ont jeté l'ancre de leur yacht Soulmate. Et puis-je m'arrêter un instant pour souligner à quel point il est triste que le yacht que ce couple partageait s'appelait Soulmate. Soulmate? Parce que l'enquête à ce stade, et je précise que c'est bien une enquête, il est toujours considéré comme un suspect. Euh, et cela vient des autorités ici aux Bahamas. L'enquête est toujours en cours, n'est-ce pas? Et pensez qu'il est possible que votre âme sœur puisse faire ce que, vous savez, à un moment donné, Brian était accusé d'avoir fait lorsqu'il était soupçonné et détenu. Il n'a fait l'objet d'aucune inculpation. Il est de retour aux États-Unis. Il est en fait à Sacramento. Je vais en parler dans une minute, mais revenons à la photographie. Donc, Lynette porte un maillot de bain noir, vous pouvez le voir si vous zoomez, et un paréo vert. J'ai vérifié cela avec la fille de Lynette et le petit ami de la fille de Lynette, Steven. Ils disent tous les deux que ce sont Brian et Lynette. On peut le reconnaître grâce au tatouage USMC sur son épaule gauche. Et c'est bien Lynette. Et nous avons vu ce paréo, ou du moins ce qui y ressemble, dans beaucoup de leurs vidéos et sur leurs réseaux sociaux. Donc elle porte bien le paréo. Et ce qui est important à propos de ça, c'est que Brian n'a jamais mentionné le paréo quand il parlait aux autorités. Au service de secours, il a seulement dit qu'elle portait un maillot de bain noir 2 pièces, pas un bikini. La fille de Lynette, Carly, m'a dit que c'était plutôt un maillot de bain noir 2 pièces qui, tu sais, ressemble un peu à un 1 pièce, mais en fait c'est bien 2 pièces. Brian a seulement précisé qu'il s'agissait d'un maillot de bain noir 2 pièces, sans mentionner le paréo vert. Et maintenant, sur la photo, on voit clairement qu'elle porte quelque chose d'autre qu'il n'a pas mentionné à la police. Aussi l'horodatage sur la photo, et je dois vous dire comment j'ai obtenu cette photo. Tout d'abord, j'avais entendu parler de la photo, et beaucoup de gens ici en parlent. En fait, il y a un bateau juste là derrière. En fait, il est juste hors de vue. Laissez-moi juste tourner comme ça. Vous voyez la coque bleue là-bas, la coque bleue de ce bateau. Des gens sur ce bateau m'avaient parlé de la photo, mais ils ne voulaient pas me donner le nom du type qui l'avait. C'est top secret, quoi. Mais bon, j'ai beaucoup fouiné. Et la nuit dernière, vraiment très tard, j'ai pu obtenir cette photo d'un pêcheur local nommé Joe. Et au fait, c'est un wahoo qui tient dans ses mains. Il passe beaucoup de temps sur l'eau et tout le monde le connaît. Il vit ici depuis longtemps, c'est un Américain. Et Joe prenait une photo pour sa mère. Sa mère lui avait envoyé un message et il est sorti parce que c'était une belle soirée et il a pris une photo de la piscine, des vagues et du vent. Et il l'a envoyée à sa mère. En fait, il a pris 2 photos. L'une est un peu plus nette quand on zoome sur Brian. On peut voir son tatouage un peu plus clairement. Mais ce n'est que le lendemain que Joe s'est rendu compte. Attends, je crois que j'ai une photo d'eux. Et l'horodatage est 18h34. 18h34.
Nous savons que Brian et Lynette sont toujours à la piscine. Et le barman le confirme aussi. Il m'a dit qu'il leur a servi leur dernier verre entre 18h et 18h30 environ. Il y a une vidéo de surveillance et la police royale des Bahamas est très très stricte et très évasive. Elle n'autorise pas le directeur général de l'Abacoin à la diffuser. Même pas à Carly, vous savez, la fille de Lynette. C'est vraiment triste car on a passé beaucoup de temps avec Carly et son petit ami Steve. Ils ont finalement pu venir à Elbow Key et nous y sommes retournés avec eux. Je vais vous montrer ça bientôt. Nous sommes retournés avec eux à l'Abaco Inn, où sa mère a été vue pour la dernière fois. Je leur ai parlé sur place et recueilli leurs impressions après leur visite. Mais ça m'a juste surprise que le directeur général ne veuille pas leur donner la vidéo. Il leur a permis de la regarder. Il leur a permis de regarder la vidéo, mais il ne voulait pas leur en donner une copie. Et quand ils ont regardé la vidéo, ils ont aussi fait une remarque sur l'horodatage au moment où Brian et Lynette quittent l'Abaco Inn. Et d'après leurs souvenirs, c'est vers 18h38, quelque chose comme ça, ce qui voudrait dire que cette photo prise à 18h34 a été prise seulement quelques minutes avant qu'ils ne partent finalement. Mais c'est aussi étrange parce que ça ne semble pas correspondre à l'histoire que Brian a racontée à la plupart des gens, à savoir qu'il est parti vers 19h ou 19h30. Parce que là, c'est bien avant 19h. Cela ajouterait environ 1 heure à l'histoire du chavirement du bateau et du temps qu'il a mis pour rejoindre Marsh Harbor en flottant. Jusqu'à présent, cela faisait 8h30 à 9h. Maintenant, il serait 9h30 ou 10h, voire plus, et en pleine lumière. Il est 6h35 en ce moment, et je suis presque obligée de faire ça parce que le soleil est en plein dans mes yeux, d'accord? Il est en train de se coucher. Et en fait, il ne se couche pas avant environ 19h30, mais après, il y a encore une sorte de lumière crépusculaire. Il ne fait pas nuit avant 20h. Alors, disons simplement qu'il est parti vers 18h45. Il reste 1h15 de lumière du jour. Et ce canot ne navigue pas pendant 1h15. Ça ne prend qu'environ 10 à 15 minutes depuis l'Abaco Inn jusqu'à, tu sais, la zone de mouillage où ils étaient juste à l'extérieur du White Sound Channel, n'est-ce pas? Quoi qu'il en soit, c'est un autre élément dans cette histoire étrange que Brian a racontée et qui ne correspond pas à ce qu'il a dit à d'autres. Donc, 6h34 est l'heure indiquée sur la photo de Joe. Et merci, Joe, et merci à ta maman. J'apprécie vraiment que tu aies pris la photo pour ta maman et que tu me l'aies partagée. Je t'en suis reconnaissante. L'autre chose dont je voulais te parler, c'est que lorsque nous sommes arrivés pour la première fois à l'Abaco, oh là là, il y a combien de jours déjà? Genre 3, je crois que c'était il y a 3 jours, je sais, je perds le compte, 4 jours. Des employés ont affirmé que le couple n'avait commandé que 2 tournées, Bacardi Light et soda. Ils n'ont commandé que 2 tournées avec du Bacardi Light sans soda. C'est du coca. Et regarde, les détails sont insignifiants pour l'enquête, seuls les faits comptent. Donc, et la raison pour laquelle je sais que c'est un Bacardi Light avec du coca et un citron vert, aussi appelé Cuba Libre, c'est que le barman me l'a dit. J'ai finalement pu le retrouver parce qu'il n'était pas là ces dernières nuits. Et j'ai pu lui parler directement de tout ce qu'il a vu avec ce couple. Il sortait du lot? Non, pas vraiment. Et est-ce que quelqu'un a remarqué quelque chose d'inhabituel? Par exemple, était-il en colère? Était-il en colère? Avait-il l'air frustré ou agacé? Est-ce que quelque chose a attiré l'attention? Et je vous dis en gros non. Ken Sweeting est le barman. Voici ma conversation avec lui à l'Abaco Inn. Alors, racontez-moi, parlez-moi du jour où ce couple est venu ici. Qu'avez-vous vu? D'accord. Donc, samedi après-midi, je dirais vers 16h30 à peu près. L'homme est arrivé au bar, sa femme est partie à la piscine. Donc, je ne l'ai pas vraiment vu ni ne lui ai parlé. Elle a juste passé, en quelque sorte. C'était un après-midi chargé. Le monsieur est venu, il a pris 2 rhum coke, des Cuba libres. Rhum coca ou rhum et soda? Rhum et coke. D'accord, on pensait à rhum et soda. Merci pour la précision. Donc 2 Cuba libres. 2 Cuba libres. Je mets du rhum blanc, du coca, du citron vert. Je leur en ai donné 2. Il les a portés jusqu'à la piscine. Il est revenu environ 1 heure et un peu plus tard. Il en a pris 2 autres de l'autre côté du bar parce qu'il venait de la piscine cette fois-là au lieu de venir de ce côté.
Il leur a donné sa deuxième tournée, en gros de 2 verres, et il est retourné vers la piscine. Et c'est tout. Je ne leur ai servi que 4 verres. Est-ce qu'il voulait te parler? Un peu. Juste quand j'ai pris sa commande. Et puis la deuxième fois, il a dit « Ah, merci de m'avoir servi si vite parce qu'on était occupés. » On avait près de 200 personnes là-bas ce soir-là, ce genre de choses. La deuxième fois qu'il est venu, il n'avait pas de chemise, n'est-ce pas? Non, monsieur. La première fois, il avait une chemise. La première fois, mais c'était quand ils sont arrivés au début. Et puis quand il est sorti la deuxième fois, il est venu de la zone de la piscine. Je ne sais pas s'il a enlevé sa chemise dans l'océan ou dans la piscine, mais il est revenu torse nu la deuxième fois. Et là, il a dit « Oh, désolé, je sais qu'il se fait tard pour le dîner. » Et je lui ai dit que ce n'était pas grave. Tu viens juste au bar prendre un verre, et comme tu es déjà près de la piscine, ce n'est pas un souci. Et il a passé sa carte. Moi, j'ai géré ça comme il fallait. Et c'était en gros la dernière fois que j'ai vu l'un ou l'autre d'entre eux. Est-ce qu'il avait l'air vraiment très ivre ou seulement un peu alcoolisé? Non, je ne dirais pas ça. Je veux dire, il avait peut-être un petit coup dans le nez, mais il ne semblait vraiment pas ivre. Quel était son état d'esprit? Pour moi, il avait l'air bien, comme si tout allait bien. Il ne semblait pas y avoir de problème, rien d'anormal. Il n'était pas en colère. Non, il n'était ni fâché, ni en colère, ni rien du tout, en quelque sorte. En tout cas, pas envers moi. Alors, Je n'ai pas remarqué de colère. il semblait de bonne humeur. Oui, Il avait l'air de s'amuser. Il profitait. Avez-vous déjà vu ou entendu des disputes entre eux ou entendu des éclats de voix? non, madame. Non, je ne les ai pas vus. S'ils s'étaient disputés ou quoi que ce soit de ce genre, ça aurait été du côté de la piscine. Et moi, je travaille de l'autre côté, au bar. Donc, ils étaient, enfin, d'après tout le monde à qui j'ai parlé ici, il n'y avait rien de particulier. Le couple qui était ici, Je dirais que c'était étrange. ils ne se distinguaient pas. Non, Les as-tu vus partir? je ne les ai pas vus. Sais-tu à quelle heure ils sont partis? Non, pas exactement. Tu devrais probablement demander à un directeur général ou quelque chose comme ça pour éventuellement obtenir des informations à partir des enregistrements vidéo ou quelque chose du genre. Parce que, comme je l'ai dit, on était occupés ce soir-là, donc je n'avais aucun contrôle ou pensais à faire attention aux gens qui partaient ou qui n'étaient pas entrés. Tu sais à quelle heure ils ont bu leur dernier verre? Bonjour. Je dirais que c'était probablement entre 18h et 18h30. 18h et 18h30, Oui, à peu près. Ils ont largement le temps de finir leur boisson, disons, vers 18h35. oui, ou s'ils ont eu leur boisson vers 18h30, ils auront fini vers 19h, ce genre de choses. Apparemment, ils sont partis vers 19h, 19h30, mais je ne suis pas sûr. C'est difficile à déterminer. Oui, et comme je l'ai dit, je n'ai pas dit 18h30, je ne faisais pas attention. Ils étaient certainement ici après 18h30. C'est sûr. Eh bien, il y a une photo d'eux à 18h34, je crois. Mais ensuite, c'est difficile de dire exactement quand ils étaient de la piscine à ce moment-là. Je peux obtenir la carte du responsable et peut-être que vous pourrez échanger des emails avec lui et il pourrait éventuellement vous fournir une vidéo après 18h30 pour voir à quelle heure ils sont remontés ou quelque chose comme ça, peut-être. La police vous a-t-elle beaucoup interrogé sur le fait de les avoir servis et sur leur identité? J'ai parlé avec la police, j'ai donné ma déposition, je l'ai signée et tout. La même chose que ce que je vous dis. Je travaillais, donc je ne faisais pas vraiment attention et je ne m'attendais vraiment pas à quelque chose comme ça. Mais viens, Ça rend un peu... c'est ma prochaine question, Ken. Quand tu as découvert ce qui s'est passé ensuite, qu'as-tu pensé? Ça a été un choc, vraiment, parce que quand ils ont enfin eu des photos de la personne et que mon responsable m'a montré sa photo, j'ai dit « Ah, j'ai servi ce monsieur. Je sais que j'ai servi ce type au bar. Je sais ce que je lui ai servi, ce genre de choses, parce que je suis un assez bon barman. » À ce moment-là, ça faisait environ 20 ans que j'étais là, plus ou moins. Tu te souviens des boissons? J'ai été barmaid 6 ans, donc je comprends. On retient ce que boivent les gens car ça reflète souvent leur personnalité. La plupart du temps.
Mais je suppose, enfin, c'est un choc, mais aussi, j'imagine que ça n'arrive pas vraiment ici. Non. Ce n'est pas quelque chose de normal, absolument. C'est vraiment bizarre. Tu sais, El Boki est un endroit tellement agréable, paisible, tranquille. Il ne semble pas y avoir beaucoup de criminalité ici. C'est un endroit génial. Très peu de criminalité. La plupart du temps, là, ce serait des broutilles, si jamais il y en a, comme quelqu'un qui prend une boîte sur le quai du ferry parce que personne ne l'a récupéré ou des trucs vraiment insignifiants. Et on ne sait pas encore si c'est un crime. C'est toujours en cours d'enquête, ça l'est. As-tu une intuition dans un sens ou l'autre? La seule chose que je peux dire, c'est que ça semble vraiment étrange parce que la chronologie et les versions des faits ne collent pas vraiment. Pas à mes yeux. J'ai la même impression aussi. Je vous remercie. Merci beaucoup, Ken. Pas de problème. Bonne chance pour le mariage de ce soir. Je sais que vous serez occupé. Merci. Steve, j'apprécie que tu prennes l'affaire. Oui, ça va vraiment être animé. On a près de 150 personnes pour le mariage de ce soir. Donc, merci à Ken Sweeting d'avoir discuté avec moi à ce sujet. Il est évidemment très surpris que tout cela soit arrivé. C'est un endroit tellement paisible et merveilleux. C'est une histoire inhabituelle pour les gens d'ici. Donc, à l'Abaco Inn, j'ai aussi eu l'occasion de parler avec Steve et Carly. Carly est la fille de Lynette. Elle est venue tout droit du Michigan jusqu'aux Bahamas et a sauté d'île en île tout le long, de Nassau à Marsh Harbor, puis de Marsh Harbor en ferry jusqu'ici à Elbow Key. Et aujourd'hui, pour la première fois, elle est allée à l'Abaco Inn. Nous avons accompagné Carly et Steve à l'Abaco Inn dans leur voiturette de golf. Nous avons discuté en chemin. Elle reste très stoïque, mais je vois la douleur sur son visage et l'entends dans sa voix. Elle a du mal avec tout ça. C'est vraiment, vraiment difficile parce qu'elle essaie, tu sais, de reconstituer l'histoire de ce qui est arrivé à sa mère. Et demain, encore une fois, aujourd'hui, nous sommes le vendredi 17 avril. Demain, cela fera 2 semaines. C'est long de rester aussi longtemps sans savoir, premièrement, où se trouve ta mère, et deuxièmement, ce que les gens font à ce sujet. Donc, nous sommes allés là-bas avec eux et je vais vous montrer dans une minute notre conversation quand nous sommes arrivés à l'Abaco Inn. Ils ont pu observer les environs et nous leur avons montré certaines choses vues là-bas. Et nous leur avons parlé sur le quai, là où il est probable que sa mère et Brian aient amarré leur annexe et pour la dernière fois soient descendus l'échelle pour monter dans l'annexe et descendre le chenal de White Sound jusqu'à leur mouillage. Mais avant de faire cela aujourd'hui, ils ont pu remonter à bord de Soulmate. Il est toujours amarré à la bouée. Il est toujours à Marsh Harbor, près du Conkin, en fait juste à côté du Conkin. Et des habitants sympathiques les ont emmenés en bateau sur l'eau et les ont aidés à monter à bord. Donc Carly et Steve ont pu monter à bord du bateau de leur mère, regarder autour d'eux et récupérer quelques souvenirs, des choses importantes pour Carly venant de sa mère, des objets de sa mère. Je voulais juste voir, ils ont partagé ça avec moi, donc je ne trahis la confiance ni la vie privée de personne. Ils ont partagé les images et les vidéos où on les voit monter à bord, descendre dans la cabine et chercher des affaires. Regardez. Je sais, ma chérie. Je sais, je sais. Alors, écoute, ils ont passé autant de temps qu'ils pouvaient à essayer de trouver des objets qui étaient, tu sais, importants et chargés de souvenirs de la mère de Carly, Lynette. Et laisse-moi juste te donner la liste des choses que Carly m'a dit avoir pu récupérer en bas. Elle a dit qu'elle avait récupéré un collier de Lynette et c'est un L pour Lynette en diamant. Et en fait, Carly a dit que sa mère le portait tout le temps. Donc, elle est au moins contente que le collier ait été laissé derrière, comme ça Carly l'a récupéré. Je crois que Lynette portait souvent des bandeaux, et donc Carly voulait vraiment ces bandeaux. Aujourd'hui, elle portait justement un des bandeaux de sa mère qu'elle a récupéré à bord. Et sur une des photos, on peut voir que Steve tient la collection de bandeaux dans sa main. Elle aussi, oh, ça m'a brisé le cœur. Elle a trouvé un cadre photo à bord que Carly elle-même avait peint pour sa mère. Alors, elle a repris ce cadre photo et un petit Bouddha parce que apparemment Lynette adorait le petit Bouddha. Elle avait une petite statue. Donc, ils ont pris ça aussi, mais pas beaucoup, seulement des souvenirs importants qui avaient beaucoup de valeur pour Carly. Après Soulmate, ils ont pris le ferry pour venir ici. C'est alors que je t'ai dit que nous sommes allés à l'Abaco Inn avec eux pour la première fois en voiturette de golf.
Nous avons pu discuter de tout ce qu'ils ont appris depuis leur arrivée. Parce que honnêtement, pour eux, c'était comme regarder des cartes, essayer de comprendre où cela s'est passé, à quoi ça ressemble. Je ne comprends pas. Tu sais, ça n'a pas de sens. Et ça a plus de sens quand tu le parcours à pied, en bateau, en voiturette de golf, et quand tu essayes d'aller d'un point A à un point B par ici. Et donc, j'ai eu l'occasion de parler à Carly et Steve sur le quai où les annexes s'amarrent. Je leur avais montré les 2 quais où tous les plaisanciers arrivent avec leurs annexes. C'est une annexe si tu vas en canot vers un grand bateau. Je leur ai demandé comment cela avait changé les choses pour eux. Regardez, Alors, que pensez-vous maintenant que vous êtes arrivé? ici à la Bacoïne. Je suis contente d'obtenir quelques réponses et je suis heureuse de voir des vidéos de ma mère de ces derniers instants. Je viens juste de la voir au bar et en train de descendre vers l'eau, mais c'est à peu près tout. Est-ce que tu as une meilleure idée des lieux maintenant que tu as eu l'occasion de te promener dans cette zone, là où ils ont peut-être amarré leur canot, juste ici, juste là-bas? Tu as une meilleure idée de tout maintenant que tu es ici? Oui, j'ai pu faire un tour en bateau et retracer essentiellement leurs pas, voir le bar où ils étaient avant la Bacoïne et poser des questions là-bas. Ils n'avaient rien, ils ont dit que rien ne venait du nord, enfin... Rien n'était hors du commun. hors du commun. Oui. Et en gros, l'eau c'était la marée haute, mais il semblait que l'eau était assez peu profonde pour qu'ils puissent au moins avoir pied par moment. Donc c'est là que je ne comprends pas pourquoi il n'a pas sauté, parce qu'il est assez grand. Donc je suis juste confuse de pourquoi il n'a pas sauté pour s'éloigner. Ce qui me trouble, c'est pourquoi ils n'ont pas suivi le rivage ni se sont mis à l'extérieur de ces pieux. Ces pieux sont là parce que c'est plus profond, donc à l'extérieur de ces pieux c'est moins profond. Un petit bateau n'a pas besoin d'être dans des eaux profondes pour fonctionner. Ce bateau aurait pu naviguer dans moins de 60 cm d'eau. Il aurait pu, si elle était tombée dehors, à gauche ou à droite, il allait aller à l'extérieur des pieux, à gauche. Il aurait pu rester à l'extérieur des pieux avec 60 à 90 cm d'eau même à marée haute et avec les vagues. Les vagues ne commencent généralement qu'une fois que vous avez dépassé le dernier pieu. C'est là que ça devient venteux et agité. Il aurait pu longer toute la rive vers la gauche, il a choisi de ne pas le faire. Oui. Est-ce que ta perception de l'histoire de Brian a changé depuis que tu es arrivé ici? Non, l'histoire était bidon dès le début. On a trouvé ça louche depuis le début, donc le voir en personne, ça ne fait que confirmer nos soupçons. Ouais, tu as eu l'occasion d'aller à Soulmate et de monter sur le bateau de ta mère. Tu peux m'en parler? C'était vraiment difficile. J'ai pris de plein fouet le fait qu'elle n'était pas là. J'avais l'impression qu'elle allait juste tourner au coin de la rue et dire « Quoi de neuf ?» Mais c'est juste difficile. J'ai récupéré quelques-unes de ses affaires. J'ai son bandeau. J'ai un de ses colliers. Celui que tu portes. Oui. Et j'ai un cadre photo que j'ai fabriqué pour elle et que j'ai peint. Et j'ai quelque chose qu'elle a cousu juste pour me souvenir d'elle. Comment c'était d'être à bord? C'était vraiment difficile. Oui, j'ai pleuré tout le temps. Et sur le chemin du retour. Merci à ceux qui nous ont aidés alors qu'on ne les connaissait pas. Ils ont juste demandé si on avait besoin de quelque chose et nous ont proposé un tour en bateau. Les Bahaméens comptent parmi les personnes les plus gentilles que nous ayons rencontrées. Ils ont été formidables. On est dans la même situation. On nous a souvent emmenés et beaucoup aidés, et les gens ici sont ravis de nous aider. Oui, ils pensent tous pareil. Ils savent que son histoire est absurde et que c'est une mauvaise personne. Qu'est-ce que tu penses du fait qu'il soit parti le lendemain de sa sortie? Cela montre juste sa personnalité et l'importance de son travail pour lui. Comment peux-tu dire « Je ne vais jamais arrêter de la chercher », puis partir le lendemain en disant que tu vas aider ta mère alors que tu sais qu'elle est malade depuis un moment. Donc pourquoi maintenant? As-tu ressenti un changement depuis ton arrivée ici, après avoir pu refaire les derniers pas de Lynette, là où elle a été vue pour la dernière fois? As-tu appris ou remarqué quelque chose de nouveau depuis ton arrivée? Il a dit qu'ils étaient partis à 7h30, mais ça montre qu'ils sont partis à 6h30, donc c'est plutôt vers 6h30. Et voir cette photo prise à 6h34, c'est différent aussi. Ça marque vraiment leur présence ici, à ce moment-là. Oui. Donc il y a une heure pendant laquelle quelque chose a pu se passer ou non. Non, et nous ne savons pas ce qui s'est passé.
Nous savons juste qu'il leur a littéralement fallu 9 heures pour dériver depuis là-bas à travers le chenal. Qu'est-ce que c'est? 4 ou 5, 6 miles ou quelque chose comme ça. Et tout le monde ici dit que si le vent soufflait à 20 nœuds, lui dans un canot pneumatique, même s'il disait qu'il ramait. Donc s'il ramait contre le vent, ce qui n'aurait aucun sens, on rame vers, vous savez, là-bas, ça aurait dû lui prendre 2 à 3 heures maximum, donc il manque au minimum plusieurs heures. Oui, et pourquoi aurait-il déplacé son bateau après qu'elle a disparu? Je le pense aussi. Si tu voulais qu'elle revienne, qu'elle était perdue, retrouvée, puis montée sur un bateau, tu reviens là où tu croyais trouver ton bateau, mais il n'est plus là. Tu te demandes où il est passé. Oui. Qu'est-ce que tu penses de cette information que les pompiers et les sauveteurs ont dit qu'il semblait très préoccupé de récupérer le canot, mais qu'il n'a pas demandé combien de bateaux de recherche étaient en mer? Où est le poste de commandement des recherches? Comment puis-je me joindre à vous? On dirait juste qu'il veut que tout ça se termine. Un peu comme quand il m'envoyait des messages et semblait vouloir que je passe à autre chose face au fait que ma mère a disparu. Genre, oh, on va surmonter ça, chérie. Mais quoi? Ma mère est partie et ton histoire ne tient pas debout. Je ne vais pas simplement te soutenir parce que tu veux juste étouffer l'affaire. As-tu eu l'occasion de lui parler du tout? Pas depuis que tu m'en as parlé. Et est-ce qu'il a essayé de te contacter ou est-ce que tu as essayé de le contacter? Non. Il m'a contacté plusieurs fois, il a envoyé des messages, il a appelé et il a laissé des messages vocaux, mais à part ça, je n'ai pas répondu. Tu comptes le faire? Non. Tu ne sais pas. Tu refuses de lui parler. Avec les faits que je connais, son histoire et mon intuition, c'est clairement non, oui. À ton avis, qu'est-ce qui s'est passé? Je crois qu'il lui a fait quelque chose et l'a attirée. Il a peut-être fait quelque chose à elle. Arrivé au bateau, il l'a peut-être jeté à la mer en le déplaçant. Je ne sais pas. Mais rien de bon. Tu ne crois pas un mot de son histoire. On sait seulement qu'il a bien dérivé jusque-là, c'est la seule partie de l'histoire à peu près vraie. Il a traversé en canot pneumatique, mettant 9 heures pour parcourir 6 kilomètres avec un vent de 20 nœuds. Tous les capitaines de bateaux à qui nous avons parlé, toutes les personnes qui s'y connaissent en navigation à qui nous avons parlé, ont tous dit que ce n'est pas plausible. Plusieurs heures restent inexpliquées. Lesquelles? Nous l'ignorons. D'accord. Merci, les gars. Ça doit être tellement douloureux pour Carly de savoir que sa mère était quelque part en mer, qu'elle pourrait encore être là quelque part, mais de ne pas savoir, de ne pas avoir de réponse, tu vois. J'avais juste l'impression que c'est encore une enfant, et elle est aussi l'unique enfant de sa mère, pas de frère ni de sœur. Elle et Steve, son petit ami, font vraiment tout ça eux-mêmes. C'était dur à voir hier soir, quelqu'un d'autre que j'ai rencontré en faisant ma tournée. Un gars sympa. Lui et son père pêchent beaucoup ici. Ils se sont assis à côté de moi, nous dînions, et nous avons parlé à Annie. Il a dit que tout le monde parle de cette histoire. Tout le monde en parle. Il a dit tu sais, il y a beaucoup de requins là-dehors. Certains disent qu'ils mordent rarement et qu'il y a peu d'attaques, la dernière datant de plusieurs années. D'autres parlent de nombreux requins tigres et requins bulldogs. Les requins tigres et les requins bulldogs sont les requins les plus féroces qui existent. Et j'ai dit, oui, mais à quelle distance de ces zones, tu vois? Il y a beaucoup de bateaux ici et les gens, tu sais, jettent leur ancre. Ils nagent depuis leurs yachts et tout ça. La plupart ont répondu non, les nageurs ne sont presque jamais attaqués. C'est très rare. Les pêcheurs arrivent vers 5h30 et sont nombreux, mais pas forcément dans cette zone. Et puis Jonathan, qui est assis à côté de moi, m'a montré une vidéo de lui à bord avec un capitaine local qui, soit dit en passant, a des yeux de lynx. Ces capitaines de pêche, les locaux, ont des yeux perçants. Ce sont des yeux de Steve Austin. Ce capitaine de pêche apercevait un requin-tigre au loin. Je ne comprenais pas la vidéo que j'ai regardée longtemps car il naviguait sur une eau splendide. Et puis tu le vois le requin-tigre qui était juste à l'extérieur du White Sound Channel. C'est le chenal qui sort de l'Abaco Inn. C'est le chenal que Steve et Lynette auraient dû emprunter, prendre à gauche, tourner vers le sud et se diriger vers leur quillard Soulmate. Un catch de 46 pieds, et il aurait été à seulement quelques milliers de yards plus loin, même pas quelques milliers, moins de 2000 yards, peut-être même moins de 1500 yards.
Donc, la vidéo que vous allez voir a été prise juste à la sortie de ce chenal, exactement dans la même zone. Regardez. Tu es avec moi, putain de lumière? Frérot, c'est un gros requin-tigre. Tu as entendu ça, n'est-ce pas? C'est un requin-tigre, et il était plutôt gros aussi. Cette vidéo, le plus important, a été filmée le lundi 6 avril. C'est le lendemain. Brian s'est échoué sur le rivage après une nuit périlleuse à dériver jusqu'à Marsh Harbor. Et selon lui, Lynette est passée par-dessus bord. Donc c'était ça, oui, cette chose se trouvait là-bas lundi. Et je l'ai regardé pendant que la vidéo passait. Je me suis juste dit, mon Dieu. C'est un peu étrange de penser qu'il y a tous ces plaisanciers et tous ces nageurs et que tout le monde passe un si bon moment dans la mer d'Abaco. Et même à l'endroit le plus profond, ça reste très peu profond. Environ 3 à 4,5 mètres, mais plutôt 3 mètres, on voit le fond partout. Aucun grand voilier à quille ne vient ici. Leur quille ne passerait pas, tu sais. Certains tirent, j'étais sur un voilier à quille tirant près de 3 mètres. Ils n'auraient jamais pu naviguer en mer d'Abaco. Ici, tu vois beaucoup de bateaux de pêche sportive et pas mal de voiliers à quilles, mais pas les grands voiliers à quilles très profondes qui les empêchent de chavirer. Mais tu sais que la chose que beaucoup de gens ont dite, et je l'ai déjà dit dans d'autres épisodes, c'est que tu verrais très probablement un corps. Et tu vas finir par voir la vidéo que j'ai prise, ou au moins la photo que j'ai prise de la garde côtière américaine survolant toute la zone de la mer d'Abaco en quadrillage, là où Lynette aurait dérivé. Et tu les aurais vus? Ils ont utilisé le sonar, des drones, le C-130, l'avion. Ils ont tout fait, n'est-ce pas? Tu l'aurais vu, c'est presque une piscine peu profonde, non? C'est comme entre le petit et le grand bassin d'une piscine, entre 2 et 4 pieds. 6, 10 et au plus profond, et rarement à la marée la plus haute, 15 pieds. Ils estiment que si Lynette était dans l'eau, ils l'auraient vue. Ils ont fouillé toutes les rives et emmené le chien cadavérique sur les rives. Rien, absolument rien, je ne sais pas si tu as remarqué, mais il y a un gilet de sauvetage à bord du Soulmate. Il est en fait dans le cockpit à l'air libre, comme si une grosse rafale pouvait l'emporter, mais il est toujours là. C'est comme ça que Brian l'a laissé, ce qui est étrange. Je veux dire, rien ne semble rangé correctement. C'est vraiment très chaotique là-dedans. Je sais que la police est montée plusieurs fois sur ce bateau et a pris des objets, dont la rame. Ils ont pris la rame de Brian. Il disait en avoir perdu une et à ses amis qu'il en avait une cassée. Pas du tout, elle ne l'était pas, je l'ai vue. J'ai vu la photo de cette rame sur Soulmate. Il l'a remontée sur Soulmate et c'était une rame entière, les amis. Oui, il y avait la goupille au milieu, mais elle n'était pas cassée. Et il n'y avait pas de réceptacle, pas d'emplacement pour la goupille dans ce petit canot qu'ils avaient. Donc ces rames n'auraient pas pu être utilisées comme rames. Elles auraient été utilisées comme pagaies. Et en fait, vous allez entendre, oh là là, les informations que Brian a données sur la façon dont il a pagayé et où il a pagayé. Vous allez entendre ça dans l'épisode de demain parce que rien de tout ça ne tient debout, rien du tout. Là où il dit qu'il pagayait furieusement, ça ne colle pas pour moi. Et ça ne colle pas non plus pour beaucoup de plaisanciers qui ont suivi cette histoire. Je veux aussi vous parler d'autre chose qui m'a brisé le cœur, car j'ai l'impression que ce n'est que le début et que cette affaire reste très mystérieuse. Les enquêteurs de la garde côtière américaine qui étaient ici sont arrivés dans, vous savez, une sorte de version plus petite d'un C-130 avec leur matériel, leurs chiens de recherche de cadavres, les cages et tout ce dont ils avaient besoin pour être ici. Ils ont travaillé d'arrache-pied pendant leur séjour ici. C'était difficile car ils n'avaient pas de bateau. Ils comptaient sur les Bahamiens pour les chercher, les emmener, leur montrer où tout se trouvait et nous conduire sur cette île, l'Uber's Corridor, afin d'y amener le chien pour chercher.
Et c'était vraiment difficile, tu sais. Mais ils ont passé, je dirais, environ 4 jours ici. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, oui, 3 jours et demi. Ils sont partis aujourd'hui. Il n'y avait qu'un nombre limité de choses possibles, tu vois. Cet avion ressemble à un C-130, mais ce n'en est pas un. Il s'ouvre aussi à l'arrière. Ils sont retournés aux États-Unis. Cela ne signifie pas que l'enquête est close. En fait, comme je l'ai déjà dit, une autorité bahaméenne m'a confirmé que Brian reste suspect. Mais il n'y a pas de prescription pour le meurtre aux États-Unis et on peut être accusé de meurtre aux États-Unis même si quelque chose se passe à l'étranger avec un citoyen américain. Donc, c'est toujours en cours. L'enquête est toujours en cours, mais elle est désormais ramenée aux États-Unis. Et nous sommes désolés de les voir partir parce que j'ai l'impression qu'il y a encore tellement de choses à faire. Mais écoutez, vous cherchez où vous pouvez et si vous ne trouvez rien, vous ne trouvez rien. En parlant des États-Unis, Brian Hooker, vous le savez déjà, est parti. Il est retourné aux États-Unis un jour après, enfin littéralement le lendemain de sa libération de détention. Et je comprends. Il n'y a pas beaucoup de gens qui veulent rester dans un pays étranger s'ils sont la cible d'une enquête criminelle. N'ayant pas de passeport, il aurait dû en demander un en urgence. Et je sais qu'il n'avait pas de passeport parce qu'il a dit que son passeport, les passeports de Lynette et la clé de rechange du moteur électrique de l'annexe étaient tous tombés à l'eau dans le sac étanche. Un sac étanche, d'ailleurs, je l'ai déjà dit, qui fait environ 45 cm sur 30 cm et qui est vert fluo, grand, n'a jamais été retrouvé nulle part. Donc, je ne sais pas où est passé le sac étanche, mais vous savez, le dispositif de flottaison était tout là-bas sur la rive d'à côté de l'annexe de Brian Hooker, à une centaine de mètres. Pourquoi le dispositif de flottaison n'est-il pas parti? Ce sera pour un autre épisode. Quoi qu'il en soit, il a dit en partant qu'il rendrait visite à sa mère malade. Et je peux vous dire que nous avons appris des forces de l'ordre qu'il est en fait à Sacramento. Il est allé jusqu'à Sacramento où sa mère, Rita Ward, vit. Je veux juste vous rappeler quelque chose que Rita Ward a dit à News Nation. Elle a dit « Brian continuera à chercher Lynette ?» Il téléphone à ses enfants aussi souvent que possible et espère les voir bientôt. Il ne cherche pas ici. Il ne cherche certainement pas ici. Et à notre connaissance, nous ne savons même pas s'il est déjà monté sur un bateau de recherche à un moment donné. Les pompiers et sauveteurs ont dit qu'il s'inquiétait surtout de récupérer son canot et n'a pas demandé, par exemple, où se trouve le centre de commandement, quelle est la suite ou combien de bateaux participent à la recherche. Il n'a posé aucune question sur l'avancement ou, vous savez, la logistique de la recherche et comment il pouvait y participer. Il n'a rien demandé, seulement comment récupérer mon canot. Je comprends aussi cela, cependant. Je vais nuancer un peu en disant que si vous êtes un plaisancier sur un quillard, un voilier, et que vous jetez l'ancre, vous ne pouvez pas marcher jusqu'à la terre ferme. Vous devez avoir une annexe. Il vous faut un plus petit bateau, comme un canot ou une annexe. Donc, le fait qu'il demande son annexe, c'est logique. C'est une urgence, il faut en avoir une, sinon vous êtes à bord. Vous êtes coincé à bord. Étrangement, il demande l'annexe, mais pas comment retrouver sa femme ou gérer la logistique, seulement quelques heures après avoir été rejeté sur le rivage. Et je vais vous rappeler dans quel état d'esprit se trouvait Brian Hooker, car il a été enregistré en train de dire ceci. Je suis aux Bahamas jusqu'à ce que je retrouve ma femme. J'ai tout annulé. On allait rentrer à la maison pour que je renouvelle mon visa. Je sais juste que je déteste ce bateau. Si elle ne revient pas, je ne remonte jamais sur ce putain de bateau. Je vais le vendre. Mais il n'est pas resté. Il est vite parti et, à notre connaissance, n'a pas beaucoup cherché. Il a juste demandé à quelques gars s'ils avaient un bateau. Tu sais, mais il n'a jamais vraiment donné suite. Et à notre connaissance, on ne sait pas s'il aurait vraiment eu le temps parce que c'était 4 jours. En comptant le jour où il s'est échoué sur le rivage, avant d'être arrêté et placé en détention, aucune recherche n'a été faite après sa libération car il était déjà parti. Voilà, en direct de Hopetown sur Elbow Key, dans les îles Avacos aux Bahamas. Je sais, c'est un peu long à dire, mais vraiment, c'est un endroit génial. C'est juste que c'est une histoire tellement triste dans un endroit aussi joyeux, tu sais. Mais j'ai quand même des choses intéressantes pour la suite. J'ai parlé à l'homme qui a passé le plus de temps avec Brian après qu'il se soit échoué sur la plage. Et laisse-moi te dire ceci. Ce que Brian lui a dit, ce n'est pas la même chose que ce qu'il a raconté à ses amis.
Tout ça arrive bientôt, alors assure-toi de t'abonner et de mettre un like si tu veux. Ça nous aide vraiment et je t'en suis reconnaissante. Tu n'imagines même pas à quel point. Merci à tous de m'avoir écouté et regardé. N'oubliez pas, la vérité n'est pas seulement sérieuse. Elle est d'un sérieux absolu.